Bonjour à tous, ravi de vous accueillir pour cette nouvelle session de webinaire organisée par la Delpat, le Bouclier Bleu et en partenariat avec le Musée de Reims. Alors aujourd'hui, nous allons écouter Mathieu Pépé, que je ne présente plus, qui est le sous-lieutenant de la Delpat et qui vient d'être élu très récemment co-délégué de la section Île-de-France. Il va nous parler aujourd'hui de l'Ukraine. Donc, le titre de son intervention est l'Ukraine 3 ans après la guerre, quel bilan pour le patrimoine ukrainien? Je laisse donc la parole à Mathieu Pépé et je vous souhaite à tous et toutes un bon webinaire. On se retrouve après l'intervention de Mathieu Pépé pour vos questions. Merci Marie. Je vais juste partager mon écran. Hop, euh, super. Tac. Est-ce que vous voyez mon écran? Normalement, oui. Oui, Super. Alors, évidemment. Alors, attendez une seconde. Je vais établir ça. C'est m'accorder 2 minutes. Tac. Et normalement, vous voyez mon écran et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir le présenter. Est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est bon? Pas encore. Voilà. C'est bon, nickel. Ouais. Super. Alors, déjà, erratum sur le titre, puisqu'en fait, j'ai rédigé le titre de cette conférence en 2025, ne me basant que sur 2025, mais du coup, 4 ans après la guerre. Quel bilan pour le patrimoine ukrainien? Alors, c'est une conférence euh, qui a pour but de revenir un petit peu sur l'état des destructions et aussi la stratégie engagée par la Fédération de Russie depuis le début de la guerre, notamment vis-à-vis du patrimoine qu'on va aborder tous ensemble. Alors, tout d'abord, très rapidement, donc pas depuis 3 ans, depuis 4 ans, on est dans une logique de guerre totale, et une guerre de position avec deux États qui se félicitent de victoires respectives, d'avancer sur le terrain. Alors, aux dernières nouvelles, donc nouvelles de cette semaine, on a encore 1000 km de front, une contre-offensive ukrainienne qui clame avoir gagné 400 km² de terrain, quelques localités notamment dans le sud-est du pays. Et en face, la Russie, dont on rappelle les gains territoriaux en 2025, qui sont de 5000 km². Donc on est sur quand même deux poids, deux mesures, soit, même si 5000 km², ça peut paraître important, c'est pardon, je vais y arriver, 1% du territoire ukrainien total. Le but ici, c'est pas de faire une analyse du conflit en cours, juste de noter que sur ces 5000 km², il y a du patrimoine et du patrimoine qui a subi évidemment les dégâts de la guerre depuis 4 ans. Et donc l'objectif, c'est de rappeler que cette guerre est une guerre totale. Et donc par guerre totale, on entend une guerre où toutes les dimensions sont impliquées et dans tous les domaines. Et donc le patrimoine n'échappe pas à la règle. Et voire est au cœur des stratégies militaires et politiques des deux États, en particulier de la Russie pour ce qui est de l'instrumentalisation du patrimoine. On va y revenir. Quel impact pour le patrimoine? Alors, depuis le début de la guerre, on se base sur les chiffres UNESCO qui à notre sens, sont les plus neutres aujourd'hui. Les chiffres donnés selon les sources diffèrent d'une source à l'autre. Selon l'UNESCO, on a 519 sites culturels vérifiés et endommagés, voire détruits, depuis le début de la guerre, ce qui implique 153 sites religieux. Alors, les sites religieux, c'est particulier parce que selon l'UNESCO, ce sont 153 sites religieux qui ont été détruits. Selon les rapports du ministère de la Culture ukrainien, on est plus aux alentours de 160 sites religieux endommagés, voire détruits. Et puis si on se base sur
certains d'organismes proches du clergé ukrainien, on est plus aux alentours de 500 sites. Donc il faut trouver un équilibre. Cet équilibre, on le trouve auprès de l'UNESCO, qui fait un travail de recherche assez approfondi pour nous offrir ces chiffres-là, qui sont en date de début février. Donc on est sur un constat assez récent. À cela s'ajoutent 270 bâtiments d'intérêt historique et artistique, 39 musées, 33 monuments, 19 bibliothèques, 4 sites archéologiques et un centre d'archives qui ont fait l'objet d'attaques. Évidemment, ce ne sont pas les seuls musées, les seuls sites culturels de manière générale qui sont touchés par la guerre, mais ceux qui ont pu être vérifiés et renseignés par l'UNESCO. Parmi eux, on retrouve certains sites emblématiques. L'idée, c'est pas de vous faire une liste à la Prévert des biens culturels, de tous les biens qui ont été endommagés dans le cadre du conflit, simplement de vous donner quelques idées. Alors, Kharkiv, dont on entend évidemment beaucoup parler, c'est l'ancienne capitale de l'Ukraine soviétique, centre de la renaissance littéraire et artistique ukrainienne des années 1920, et qui est connu pour de nombreux exemples de bâtiments emblématiques, notamment d'ex-Union soviétique. Et parmi ces nombreux bâtiments, on va bien au-delà du XXe siècle, puisqu'il y a le manoir Pavlov qui a été détruit en 2022 par un tir d'artillerie. Donc on est vraiment sur une destruction totale pour le coup de ce bâtiment-là à Kharkiv. On rajoute à ça que le centre urbain, notamment avec le palais du travail, a été totalement détruit. Et puis, c'est évidemment pas les seuls sites dans cette zone-là qui ont été détruits. On peut penser à la place centrale Svobody, la rue Sumska, autant de sites qui sont connus, répertoriés et qui ont été détruits en tant que dommage collatéral ou de manière intentionnelle par l'ennemi. On est sur une guerre, Kharkiv l'illustre assez bien, d'une logique de terre brûlée, de guerre où on rase littéralement tout. Et donc le centre urbain n'abritait pas seulement évidemment des biens culturels, mais près de 400 000 habitants qui ont été soit tués, soit contraints à l'exil par le conflit. À Kiev, pour ne prendre qu'un exemple, et un exemple très récent pour le coup, c'est en janvier 2026 où la Lord des grottes de Kiev a été partiellement endommagée par un tir d'artillerie. Alors la dernière attaque contre ce bâtiment remontait à la Seconde Guerre mondiale. Cette attaque s'est déroulée dans la nuit du 24 au 25 janvier 2026 et donc a été endommagée par une attaque massive de drones sur la ville de Kiev. Alors, est-ce que le bâtiment était volontairement visé ou pas? Ça, l'UNESCO est en train d'enquêter dessus, d'autant plus que c'est un cas qui est assez récent, mais l'UNESCO a fait part de sa préoccupation par un communiqué, sa préoccupation quant à l'état du site, puisqu'on on a seulement la partie visible détruite qui nous est parvenue, mais on n'a pas le détail des dégâts internes. Donc l'UNESCO va évaluer les dégâts et déterminer les prochaines étapes de sauvegarde. Donc, ça, c'est pour Kiev, mais évidemment, il y a d'autres bâtiments qui ont été détruits. Pour continuer sur notre panorama ukrainien, on a la ville de Tcherniv, qui est l'un des centres de l'ancienne Russe de Kiev, qui abrite de nombreux bâtiments médiévaux. Comme pour Kharkiv, les zones résidentielles ont été durement touchées et donc un certain nombre de sites qui ont été massivement atteints. On a par exemple le monastère de l'Assomption d'Ielets qui a subi, bon là on le voit c'est bien, des dégâts de l'artillerie, puis une église, l'église Zinskaya, dont l'autel a été totalement détruit. Là on voit vraiment le lustre qui se trouve au plafond de l'église qui s'est totalement effondré avec l'église. Il faut avoir en tête que dans cette ville, au-delà des biens culturels, c'est 70% de la ville qui a été détruite par la Russie. On continue dans ce panorama, la ville de Soumy. Alors Soumy, elle se trouve dans la deuxième région la plus touchée d'Ukraine, avec 37 communautés territoriales endommagées, donc deuxième derrière le Donbass. Et parmi les sites documentés par l'UNESCO qui ont pu être atteints, on a notamment la cathédrale de la Sainte Résurrection, qui donc nous apparaît là, dont la devanture a été, la façade a été atteinte par des explosions. On a aussi le monument aux victimes de l'Holocauste à Bilopilia qui a été détruit le 15 janvier 2026 lors d'une frappe aérienne. Et on constate à proximité des dégâts sur le bâtiment historique de l'ancien ghetto, donc pour la région de Soumy. Un exemple peut-être que vous connaissez certainement davantage, c'est Mariupol, dans l'oblast du Donetsk,
avec la destruction du théâtre, qui est peut-être le cas le plus documenté, le plus connu du grand public, la destruction du théâtre de Mariupol, le 16 mars 2022, et qui provoque également la mort de 300 personnes. Alors, pour ceux qui avaient suivi les anciens webinaires, il n'est jamais question de prioriser la question patrimoniale par rapport à la protection des civils, mais on constate surtout que le lien entre les deux est quand même très, très étroit. On va y revenir sur cette question-là. Mariupol, au-delà du théâtre, c'est près de 20 000 morts civils dans l'une des villes les plus touchées. C'est une ville portuaire située sur la mer d'Azov, qui est connue pour être un des centres des communautés grecques et autres minorités d'Ukraine, qui est aussi connue pour son architecture industrielle des années 30, et évidemment, malheureusement, trop connue pour son théâtre dramatique détruit, donc le 16 mars 2022, faisant 300 victimes. Peut-être encore un dernier exemple très visuel, c'est l'incendie de l'ermitage de tous les saints à Sviatoïrsk, toujours dans Donetsk, qui a été touché par une arme incendiaire. Et donc, comme c'est un bâtiment en bois, évidemment, les dégâts sont colossaux. C'est un bâtiment qui, au-delà de son intérêt patrimonial, abritait encore des moines qui ont été contraints à l'exil, encore en 2019. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, ce bâtiment touché, à côté de ce bâtiment touché se trouvait le monastère de la Dormition qui servait d'abri à près de 300 réfugiés, dont 60 enfants. Donc, je vous laisse imaginer les risques qui pèsent contre la population et contre son patrimoine. Alors, des exemples, on pourrait en utiliser plein. L'idée, c'est pas, encore une fois, de vous faire une liste à la prévère, juste de montrer que voilà, cette destruction, elle est systématique et qu'elle fait partie du quotidien de la guerre en Ukraine et que surtout, on va le voir, elle est totalement inclue dans les réflexions stratégiques et dans la doctrine, notamment de la Fédération de Russie. Comme le disait il y a encore quelques années Irina Bokova, l'ancienne directrice générale de l'UNESCO, qui décrivait en fait cette atteinte au patrimoine comme une tactique de guerre, comme une agression contre les droits de l'homme, et qui déclare en 2017 au Conseil de sécurité des Nations Unies que la défense du patrimoine va bien au-delà de la question culturelle, qu'il s'agit d'un impératif de sécurité qui ne peut être séparé de la protection des vies humaines. Et c'est d'ailleurs pour ça, dans cette logique-là, il y a de nombreuses organisations internationales, à commencer par exemple par l'OTAN, qui ont commencé à inclure la dimension patrimoniale dans leur doctrine, dans leurs éléments de réflexion stratégique, en le liant évidemment à la sécurité humaine. Donc c'est un sujet d'intérêt général. Jusqu'ici, je ne vous apprends rien. Alors l'objectif, c'est de comprendre quelle est la logique derrière cette destruction du patrimoine. Et la Crimée, évidemment, dans son histoire récente, est un laboratoire à ciel ouvert de ce qui se fait en matière de destruction du patrimoine par la Fédération de Russie. On se rappelle qu'en 2014, en mars 2014, dès le début de l'annexion, la Russie manifeste son intérêt pour le patrimoine ukrainien en adoptant notamment une loi sur les sites criméens du patrimoine culturel. Alors, cette loi, elle considère le patrimoine, les objets, les monuments de la région comme partie intégrante de la richesse nationale et comme la propriété des peuples de la Fédération de Russie. Alors, on est clairement dans une logique, dans une stratégie d'appropriation, notamment pour effacer la mémoire et la culture ukrainienne. Cette appropriation, elle ne date pas d'aujourd'hui, elle avait déjà été établie par cette loi de 2014, mais également par un décret en 2015 signé par le Premier ministre russe Medvedev, qui inclut plus de 220 monuments culturels et historiques de Crimée dans la liste des objets, dans les listes de sites fédéraux russes. À cela, évidemment, à la suite de ce décret, s'ajoute un transfert massif d'objets d'objets culturels des musées de Crimée vers la Russie, ce qui déracine évidemment totalement l'objet de son lieu d'origine. Donc on estime ces transferts à 15 000 objets d'importance locale et nationale qui ont été transférés, donc perdus sous l'occupation russe en Crimée et dans l'est de l'Ukraine. Évidemment, on ne fait pas que piller, on s'installe, on est chez nous, on est russe, donc
Alors, je ne sais pas pourquoi les légendes sont décalées. Elle n'était pas ce matin. Marie, je t'enverrai les slides complètes pour pouvoir les transférer en bêta aux auditeurs. Donc, on rajoute à ça notre propre culture. Donc, dès 2016, on érige, par exemple, une sculpture à la gloire de Catherine II de Russie, qui avait été à l'origine d'une première annexion de la Crimée en 1783, dans la ville de Simferopol, donc en Crimée, au plein cœur de la Crimée. Alors, il y a deux camps. Les dirigeants pro-russes qui saluent l'inauguration de ce monument en 2016, 2 ans après l'annexion de la Crimée, et de l'autre côté, une population qui ne serait pas forcément pro-russe, en colère, notamment des militants tatars de Crimée, jugeant inapproprié d'ériger un monument à la gloire de Catherine II, notamment en raison de son rôle dans la destruction du Khanat de Crimée. De manière beaucoup moins subtile, on a un monument à la gloire des forces spéciales, alors la gloire des petits hommes verts, tel que c'est décrit par les Russes, qui ont contribué à l'annexion de la Crimée. Toujours à Simferopol, un monument à la gloire de ces forces spéciales qui ont annexé la Crimée. Et donc c'est vraiment un pied de nez, si ce n'est une insulte, à cette mémoire ukrainienne et à l'identité même de la population et de l'histoire récente. Donc on rajoute notre propre histoire, on réécrit l'histoire, et pour réécrire l'histoire aussi, on s'approprie des bâtiments. Alors le cas le plus flagrant, et Dieu sait qu'il y en a, qui a été pioché dans un compte-rendu d'une réunion du Conseil exécutif de l'UNESCO en 2021, c'est le palais du Khan de Bakhchisarai. Alors, ce lieu-là, ce palais, c'est le lieu de résidence des empereurs tatars entre le XVIe et le XVIIIe siècle, une des rares preuves de l'existence des Tatars de Crimée sur la péninsule. Ce site-là, qui est assez grand, comprend un palais, plusieurs mosquées, un cimetière, des sites archéologiques, et qui a été récemment restauré sur initiative russe, en remplaçant notamment des éléments architecturaux authentiques. Alors, pour ne citer que ça, le toit de tuiles médiévales a été complètement remplacé, ce qui remet évidemment en cause la valeur historique et culturelle du monument, mais surtout, ça a été fait par une entreprise qui n'est absolument pas spécialisée dans la restauration. Donc on est vraiment sur un désintérêt total de cette culture-là, et surtout une volonté juste claire et rapide de réécrire l'histoire. Ces travaux, évidemment, ont entraîné la destruction de la mosquée du Palais des Khan, donc, comme je disais, un des rares vestiges, une rare preuve de l'existence des Tatars sur la péninsule, du moins l'une des plus marquantes. Et le résultat, évidemment, est donné comme grossier, illégal, sans respect pour l'architecture et les décors originaux, jugé comme ça par l'UNESCO, je précise, et c'est une restauration qui est perçue comme une provocation contre l'identité ukrainienne et tatar. Alors, les Tatars, c'est pas par hasard. Cette identité, ce peuple-là, c'est un double ennemi de la Russie, un ennemi historique, parce que les Tatars ont défait les troupes russes au XVIe siècle, en incendiant notamment Moscou en 1571 et en exigeant jusqu'en 1680 un lourd tribut. L'histoire change de camp, puisque au XVIIIe siècle, on le voit donc avec Catherine II, une partie de ce peuple-là est décimé, voilà, par la Russie. Et surtout, un ennemi culturel, car un peuple musulman, ce qui ne sert absolument pas les intérêts de Poutine, puisque sa vision, c'est la vision d'une Russie chrétienne orthodoxe. D'ailleurs, Poutine s'appuie sur le clergé orthodoxe pour mobiliser des soutiens sur le plan interne et externe. Et il est clair à ce moment-là que les éléments stratégiques du Kremlin se construisent sur des mythes politiques préexistants pour trouver un écho. Donc ces monuments-là incarnent de manière tangible ces mythes politiques. Autre exemple que le palais du Khan, c'est le site archéologique de Chernozès Torik, qui est un chantier malheureusement emblématique de ces atteintes au patrimoine ukrainien. Alors là, sur la photo, on a un avant-après. Poutine crée un immense complexe avec un parc, alors qu'il nomme comme un parc historique et archéologique, avec une échéance fixée à 2021. Et ce projet est d'envergure. C'est un complexe multifonctionnel avec un musée de l'Antiquité, un musée de Byzance, sur Byzance, un théâtre en plein air, voué au tourisme culturel, et qui est le fruit du travail conjoint de l'Institut d'archéologie de l'Académie des sciences de Russie,
de l'Ermitage de l'État et de l'Église orthodoxe russe, qui évidemment n'a pas fait l'objet d'appels d'offres ni de débats publics. C'est un projet qui est directement piloté par le ministère de la Défense russe. Ça en dit long sur la logique derrière. L'objectif de ce complexe-là, c'est de construire une image positive auprès de l'opinion publique, notamment russe, et ce, au mépris parfois de l'authenticité du site, quitte à détruire. Parce qu'en fait, les fouilles, alors, il y a des fouilles qui ont été menées, et surtout, pour construire tout ce complexe, il faut creuser. Et en creusant, forcément, on tombe sur des biens, des biens culturels qui, parfois, témoignent, et même souvent témoignent de la présence, notamment tatar, du coup, sur la péninsule. Le meilleur moyen de s'en débarrasser, bah, c'est de le jeter à la poubelle et de ne pas prendre en compte les objets archéologiques sur lesquels on tombe. Donc, on a clairement des fragments d'artefacts qui sont emportés avec la terre excavée, et ce, sans aucune recherche scientifique derrière, et dénaturant complètement le lieu de fête. À ces musées-là s'ajoute évidemment un complexe de loisirs, avec parc, un musée, un opéra et un ballet. Un opéra pardon. Alors, on a effectivement un complexe de loisirs, un parc, un musée et un opéra, pardon, que Poutine nomme Nouvelle Chersonèse pour glorifier ce site-là est supposé glorifier le berceau de l'orthodoxie. Et donc, encore une fois, pour nourrir un mythe. À cela, sur ce site, parce que la liste est longue, Poutine, la Russie, construit un bâtiment complètement neuf qui est construit totalement illégalement dans la banlieue sud de l'ancienne Chersonèse et qui détruit entièrement un cimetière datant de l'époque romaine. L'objectif, derrière, c'est de transformer un site archéologique en un lieu de pèlerinage de l'histoire russe, berceau de la christianisation orthodoxe. Tous ces exemples, ils nous rappellent qu'il existe des règles juridiques, mais qu'elles sont souvent bafouées, notamment dans le cadre de l'Ukraine, et qu'on est clairement dans une logique, une stratégie d'effacement assumée, documentée, et qui nous permet de se questionner sur le droit international et son application réelle, et de manière générale, en fait, ses propres limites. Parce qu'on rappelle que dans le cadre de la Convention de l'année 1954, sur laquelle on ne revient plus, mais dont les deux États, l'Ukraine et la Russie, sont signataires. Il y a plusieurs obligations qu'on a retenues ici. C'est tout d'abord l'obligation de sauvegarde. Les belligérants, donc la Russie et l'Ukraine, ont une obligation de sauvegarde des biens culturels, que ce soit les leurs, comme les biens culturels situés sur un territoire occupé ou annexé. Ce devoir de sauvegarde englobe toutes les mesures nécessaires qui doivent être prises en temps de paix, c'est-à-dire l'identification, la documentation, le marquage des biens culturels, en bref, toutes les étapes de la conservation des biens culturels. Les belligérants sont aussi supposés lutter contre les vols et les pillages, d'autant plus qu'un État occupant un territoire annexé est tenu de protéger les biens culturels sous son contrôle contre le vol, le pillage ou l'appropriation illicite. On rajoute encore une couche. Le patrimoine ne doit pas être utilisé comme un moyen d'intimidation ou de représailles. C'est-à-dire que la Russie, aujourd'hui, utilise clairement le patrimoine culturel, détruit intentionnellement le patrimoine culturel à des fins de représailles et de maintien d'une certaine terreur. On va y revenir. Et surtout, même si ça peut paraître très clair, la Convention de La Haye interdit tout acte d'hostilité, c'est-à-dire tout acte lié au conflit portant ou pouvant porter une atteinte matérielle aux biens protégés. Il semble établi qu'aujourd'hui, cette convention de La Haye a été violée sur le territoire ukrainien, et c'est ce que confirme une déclaration de l'UNESCO qui, je cite, prie instamment la Russie de se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4 de la convention de La Haye, en s'abstenant d'utiliser les biens culturels à des fins susceptibles de les exposer à la destruction, à l'endommagement en cas de conflit. Donc, il est clair, il est établi que la Russie a commis des actes d'hostilité vis-à-vis du patrimoine. Et donc, le droit n'est absolument pas appliqué. On a quelques exemples qui illustrent ce propos. Par exemple, la destruction du mémorial de la Shoah par balle à Drobitski Yar, le 26 mars 2022 à Kharkiv, qui a été totalement détruit de manière arbitraire. Enfin, de manière arbitraire, non, avec des intentions réelles derrière, mais qui n'avait pas de vocation militaire. Vous allez voir, on va y revenir. Et un autre exemple aussi marquant,
peut-être plus connu, c'est des actes d'hostilité à l'encontre du musée ukrainien d'histoire locale d'Ivankiv qui abritait notamment des œuvres de Maria Primachenko, donc l'œuvre qu'on voit ici à gauche. Ces musées-là, ces sites-là n'abritaient pas de militaires, n'étaient pas situés à proximité d'une zone d'occupation militaire, ne servaient pas de cache d'armes, n'avaient aucune vocation militaire et ont pourtant été détruits. Ce qui nous amène à la seule dérogation de ce droit international, c'est le principe de nécessité militaire impérative. Et donc, ce principe-là dit que l'usage de la force n'est légitime que pour atteindre des objectifs militaires précis, en appliquant notamment ce qu'on appelle le principe de proportionnalité, c'est-à-dire l'exigence d'une adéquation entre les moyens employés et le but visé. Dans le cas, par exemple, du musée d'Ivanki, s'il n'y a pas de militaires dans le musée, qu'il n'y a pas de militaires à proximité, ni de zone d'occupation militaire, ni que le musée ne constitue pas une position stratégique militaire, la Russie n'a absolument aucun droit à détruire ce site, si ce n'est qu'elle le détruit de manière intentionnelle pour effacer une mémoire pour des raisons précises. Dans le cas du musée du Vankiv, on peut deviner que c'est la présence d'œuvres d'une artiste ukrainienne, symbole de l'art naïf ukrainien, qui s'y trouvait et pour lequel le musée a été endommagé si on ne peut pas dire complètement détruit. Donc, il faut un équilibre de la force. C'est ni plus ni moins ça ce que dit le principe de proportionnalité, c'est qu'on agit à armes égales, ce qui n'est absolument pas appliqué aujourd'hui en Ukraine. Je vous enverrai la vidéo à prendre avec des pincettes qui a du contenu sensible dedans, enfin pour un public plus sensible, donc je ne vais pas la diffuser là. C'est à l'initiative de chacun, mais on est sur la destruction. Donc c'est le même endroit, les deux photos. L'église de la résurrection du Christ à Lukashivka. Cette église-là est gravement endommagée après une explosion au sein même de l'église. On voit vraiment le clocher absolument arraché par l'explosion et aux alentours. Cette église, on suppose qu'elle était utilisée pour stocker du matériel explosif russe. Il faut évidemment que la Russie justifie de cette attaque contre son propre... alors, on n'a pas eu d'explication plus précise mais, sur les intentions de l'attaque. Mais il aurait fallu que la Russie justifie cette attaque par un moyen ou un autre, ce qui n'a pas été fait. Le principe de la nécessité militaire n'a pas été employé, puisque le principe de nécessité militaire suppose qu'aucun autre choix ne serait envisageable pour obtenir un avantage militaire équivalent. Il n'y avait pas d'avantage militaire à détruire cette église de la résurrection du Christ à Lukashivka. D'autant plus qu'il semblerait, ce qui renforce un petit peu l'argument de destruction intentionnelle, que des civils aient été fusillés là-bas. In fine, la seule explication qui en est ressortie, c'est que la destruction a été provoquée par le déclenchement impromptu d'une munition russe qui était stockée. Ce qui rappelle qu'en fait, le dommage collatéral existe, mais qu'il est extrêmement difficile de le prouver. Dans ce cas particulier, mais comme dans de nombreux autres cas, et quasiment tous ceux qu'on a évoqués, il est extrêmement difficile de prouver la culpabilité d'un des deux belligérants dans la destruction du patrimoine. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette partie-là? C'est que le droit existe, la Convention de La Haye existe, ce droit-là n'est pas respecté dans les faits, et il est toujours très difficile de prouver juridiquement la mauvaise foi, entre guillemets, d'un belligérant. D'autant plus qu'une occupation de plus en plus longue pousse les États, et s'y adonne à cœur joie, au pillage et à la destruction du patrimoine, qu'il soit matériel ou immatériel. Même si, dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est le patrimoine matériel. Donc, dans le cas de l'Ukraine, on a une puissance occupante qui viole complètement ce qu'on appelle le jus ad bellum, c'est-à-dire le droit de faire la guerre, et qui cherche à recourir à la force contre l'intégrité territoriale par des annexions évidemment territoriales aussi, bafouant évidemment le droit à l'autodétermination. Ça pourrait faire l'objet de toute une conférence. Et ces actions, évidemment, s'accompagnent de politiques visant à éradiquer la culture, la langue, les traditions, les coutumes, et évidemment, ce qui le matérialise, le patrimoine.
Et donc, ça nous amène à la question de euh, quelle est, euh, quelle est la stratégie russe vis-à-vis du patrimoine dans un contexte en fait, où le droit international n'est peu, voire pas respecté. C'est une tactique qui est très bien rodée. Depuis le début de la guerre, les déclarations officielles russes mentionnent des attaques contre des cibles civiles. C'est assumé. Voilà. Il y a des attaques contre des cibles civiles avec une recherche d'un maximum de destruction. Évidemment, une recherche d'atteindre, une recherche une volonté de saper le moral. On y reviendra. Et donc, ces attaques de grande ampleur continuent depuis le début de la guerre. Pour vous donner un ordre d'idée, au début de la guerre, en moyenne, on tire 50 missiles par jour, soit on estime entre 1000 et 1200 tirs balistiques et de croisière. En 2026, et donc ça, c'est des données qui datent d'il y a une semaine, et c'est une source à prendre avec des pincettes, puisque la source vient du ministère de l'armée, des forces armées ukrainiennes. Rien que la semaine dernière, la Russie aurait lancé plus de 1300 drones d'attaque, 1400 bombes aériennes, 96 missiles de différents types. Autant de munitions qui peuvent porter atteinte au patrimoine, notamment sur tout le front du conflit. On rappelle qu'il y a 1000 km de front, donc 1000 km sur lesquels se trouve potentiellement du patrimoine qui doit être protégé. On est dans une logique de guerre cognitive. La guerre cognitive vise non pas les corps ou les infrastructures en premier lieu, c'est-à-dire le matériel, mais les esprits. Donc la perception, la volonté, la cohésion sociale et nationale, la confiance dans les institutions, et dont l'objectif est de faire douter, diviser, démoraliser ou, de notre côté, galvaniser et mobiliser. D'ailleurs, à ce titre, Poutine s'est extrêmement bien entouré à ce niveau-là. Il ne faut pas croire que ce sont des dommages collatéraux ou que les destructions sont intentionnelles, mais qu'elles ne font pas partie d'un système bien rodé. Bien au contraire, la destruction est extrêmement calculée. Elle fait l'objet d'une véritable politique à un niveau très haut. Alors, l'une des figures qui nous intéresse le plus dans ce lot de joyeux lurons, c'est Vladimir Minsky, qui aujourd'hui, alors sans compter qu'autour de lui, voilà, il est entouré d'historiens qui sont, par exemple, directeurs du FSB. Donc, il y a vraiment une volonté d'alimenter des narratifs et ce, à plus haut niveau. Mais Vladimir Minsky nous intéresse particulièrement, notamment pour sa déclaration sur celui qui contrôle l'histoire contrôle l'avenir. C'est une phrase qui a beaucoup marqué. Et clairement, il y a une volonté de servir un narratif clair russe, d'une Russie, je vois quelqu'un qui fait des traits sur l'écran, je pense que c'est pas fait exprès, euh, d'une Russie orthodoxe, unie, d'une grande Russie, ni plus ni moins d'une espèce d'empire, d'un mélange entre l'empire russe et l'empire soviétique qui servirait la politique de Poutine. Donc dans ce contexte, la guerre cognitive, c'est le cadre général. Elle vise les esprits. Et cette guerre cognitive, elle est servie par un outil opérationnel qui s'appelle la guerre d'influence. Dans le cadre ukrainien, le patrimoine est précisément un des vecteurs par lesquels la Russie mène cette guerre cognitive via une stratégie d'influence. Alors, cette logique de guerre cognitive, des exemples, on en a plein. Par exemple, les sites de mémoire de l'Holodomor, donc cette grande famine qui a touché l'Ukraine dans les années 30, qui a fait des millions de victimes, et qui, logiquement, sur tout le territoire ukrainien et particulièrement en Crimée, on trouve un certain nombre de stèles commémoratives aux victimes de cette tragédie. Et ben, les monuments érigés en mémoire de l'Holodomor, et qui est qualifié généralement de génocide par les Ukrainiens, et qui aurait fortement participé au fondement de l'identité ukrainienne, et ben, est qualifié et désigné comme une hérésie identitaire pour Moscou. Et donc c'est dans ce contexte qu'en 2021, donc peu avant le 90e anniversaire, les 90e
j'ai plus le terme, 90e anniversaire de cette tragédie, le 19 octobre 2021, à Mariupol, une des stèles euh, a été détruite, et ce par les forces occupantes. Cette volonté est vue par Kiev comme la preuve que le pouvoir russe veut détruire l'identité ukrainienne en mettant en exergue le lien entre la mémoire intangible de l'Holodomor et la destruction des monuments commémoratifs en son souvenir. Ces actes s'inscrivent dans une stratégie plus large, donc qu'on appelle guerre d'influence. Alors, la guerre d'influence, on pourrait faire tout un laïus dessus, toute une conférence dessus. Pour désigner déjà ce qu'on entend par guerre d'influence, on s'appuie sur les travaux de Frédéric Charion, qui est professeur en sciences politiques et ancien directeur de l'Institut de recherche de l'école militaire, l'IRSEM, qui définit l'influence comme le moyen qu'utilise un acteur A pour faire un acteur B ce qu'il n'aurait pas fait autrement. Et ce, sans recourir. On s'en passe, ça ne sert à rien. Mais il définit le modèle russe d'influence comme impérial. C'est-à-dire que ce système d'influence, il a pour but de réviser un ordre international considéré comme injuste et de restaurer un ordre régional passé, un ordre régional qui serait passé aux mains de puissances extérieures, de récupérer ce qui nous appartient, de récupérer ce qui compose, selon le Kremlin, la Grande Russie. Et donc, c'est dans cette logique-là que la Fédération de Russie utilise des narratifs clairs, et alors un que vous avez certainement dû entendre, c'est par exemple dénazifier l'Ukraine. Alors, dénazification comme synonyme de désukrainisation. Poutine justifie en partie cette guerre par la nécessité de réaffirmer l'unité des Russes et des Ukrainiens comme un seul et même peuple, niant de fait le droit à l'existence de l'État et de la culture ukrainienne. Plusieurs éléments viennent appuyer cette idée. Tout d'abord, peu avant la guerre, Poutine prononce un discours sur l'Ukraine en désignant l'Ukraine comme un État artificiel, qui n'est pas une entité culturelle et politique distincte. Son objectif clair, c'est de réaffirmer l'indivisibilité intrinsèque caractérisant les populations slaves orientales, clairement reconstituer la Grande Russie. Un peu avant, en juillet 2021, Poutine publie un article qu'on qualifie d'historique et qui l'est aussi sur le plan figuré, affirmant que l'Ukraine n'existe pas par elle-même, qu'elle ne fait qu'un avec la Russie, que cette identité séparée est le fait d'une contrainte imposée par les Occidentaux. Et donc ça, c'est un article qui est disponible en ligne, que je vous invite à lire, parce qu'il quand même, il en dit beaucoup sur les intentions de cette guerre vis-à-vis de l'identité, vis-à-vis du patrimoine. Il s'appelle Sur l'unité historique des Russes et des Ukrainiens. C'est écrit dans la petite légende. Et donc, on est vraiment dans une stratégie d'effacement au profit de la culture russe. Puisque l'idée du peuple ukrainien n'existe pas, qu'elle n'est pas séparée des Russes. Et d'ailleurs, Poutine le dit très clairement, tous ceux qui se sont identifiés, qui s'identifient comme ukrainiens, sont complètement dans le faux, sont dans une fiction, et cette fiction-là doit être éliminée. Donc, et là, ce sont ces termes, l'Ukraine doit être réintégrée dans ce qu'on appelle donc le monde russe. Alors, cette culture, l'intégration du patrimoine et de la culture dans la stratégie d'influence russe, elle est extrêmement, comme je disais, bien rodée. C'est le fait du ministère de la Culture et du ministère de la Défense. Alors, lors des dernières conférences, j'encourageais vivement le partenariat entre le ministère de la Défense et le ministère de la Culture de manière globale. Là, on est dans un contexte différent où, effectivement, c'est une association, voilà, de deux ministères qui alimentent littéralement une propagande au service d'un État. Puisque la Russie, en fait, alors dans la National Security Strategy de 2020, la Russie se présente et se considère comme la gardienne de la culture européenne, des valeurs chrétiennes et d'une civilisation véritablement européenne. Évidemment, elle utilise l'histoire comme un moyen d'unité et elle ne se considère pas comme une nation, mais comme une civilisation.
Et donc, ce qui ressort de cette nationale sécurité stratégie, c'est la sauvegarde et la promotion du patrimoine culturel des peuples de Russie et la préservation et la promotion de la culture russe dans le monde entier. Donc, on se base sur des valeurs traditionnelles, le rejet des principes de tolérance et de multiculturalisme qui gangrènent la société russe. Et évidemment, on est toujours dans une stratégie, dans une logique, entre guillemets, de victimisation, puisque les Ukrainiens sont, sont des nazis, les nazis contrôlent l'Ukraine, la diaspora russe est évidemment menacée et menacée par cet État artificiel qui est l'Ukraine, cet État, cette construction artificielle qui est le fait de l'Occident. D'ailleurs, il utilise, alors c'est un peu l'hôpital qui suit de la charité, mais on utilise les cas de destruction, parce qu'il y en a eu, d'anciens monuments soviétiques et post-soviétiques, notamment en Ukraine, pour dire, bah, regardez, les Ukrainiens, eux aussi, détruisent le patrimoine. Donc il y a aussi cette guerre d'influence et de manipulation de la réalité aussi qu'il faut prendre en compte. Cette guerre de l'influence, ce n'est pas seulement le fait de la Russie et de l'Ukraine, c'est le fait de la plupart des armées dans le monde. C'est un sujet qui est pris très, très au sérieux par l'ensemble des états-majors dans le monde. Et donc, il est clair, et il semble clairement établi maintenant, que le patrimoine est inclus dans une logique d'effacement. Alors, on dirait déjà vu, parce que pour les mausolées de Tombouctou au Mali, c'était le cas. Pour la destruction des temples à Palmyre, à Mossoul, c'était également le cas. Sans trop m'avancer sur la prochaine conférence en Arménie, c'est d'autant plus le cas, parce qu'on a clairement des sources géolocalisées, des sources satellites qui prouvent qu'à coup de bulldozer, on détruit le patrimoine religieux arménien. Je ne m'avance pas trop, on y reviendra dans le cadre de la prochaine conférence. Mais c'est une logique qui revient tout le temps. Et quel que soit le cas qu'on va étudier, on est dans cette logique-là. Ce sera le cas également pour l'étude du Soudan dans les prochaines conférences. On est dans une volonté d'éradiquer une identité. On éradique une identité comment? En effaçant son patrimoine matériel et en faisant fuir la population, voire, si on le peut, eh ben, en détruisant cette population directement. Et c'est malheureux à dire, mais c'est la réalité aujourd'hui dans la plupart des conflits armés. Donc, on s'attaque littéralement aux références identitaires à travers le patrimoine, langue, art, architecture, coutume, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis, si on ébranle un des piliers, un des trois piliers, histoire, mémoire, patrimoine, forcément, c'est le reste qui tombe. Donc, c'est une logique de guerre. La Russie, désolé pour eux, mais n'invente pas grand-chose en faisant ça. Par contre, ils le font à un niveau qui est tel que ce sont des destructions qui sont uniques et c'est la première fois qu'on documente autant la destruction du patrimoine. Pour revenir un petit peu sur la Crimée, donc on est vraiment dans une logique d'appropriation, de déracinement du patrimoine culturel local. Les forces russes, systématiquement, s'approprient et pillent les musées dans les territoires qu'elles occupent illégalement, alors c'est de notre point de vue, mais illégalement, en précisant que la valeur culturelle attachée à ces objets, je précise que la valeur culturelle attachée à ces objets prévaut très certainement, et c'est même sûr, sur la valeur monétaire. On n'est pas là quand on pille, par exemple, des objets, leur site, par exemple, et particulièrement là, ce peigne en or site qui était conservé en Crimée. On ne pille pas pour la valeur monétaire de l'objet, mais pour sa valeur symbolique. Donc c'est important à garder en tête. C'est clairement du butin de guerre. Alors, butin de guerre, on l'avait abordé lors des toutes premières conférences, mais le butin de guerre, c'est un moyen d'écraser l'ennemi. C'est un moyen de dire je suis plus fort que vous. Et de toute manière, vous ne pourrez rien faire, puisque si j'arrive à piller vos musées, vous, vous doutez bien que j'arriverai à envahir votre territoire. Bon, l'Ukraine, c'est un cas particulier. On pille, mais on avance assez peu finalement depuis 4 ans, parce que c'est une guerre qui s'enlise complètement. Parmi tous les objets criméens, par exemple, qui ont été pillés, on a dans le sud de l'Ukraine, on a dit qu'il y avait plus de 15 000 objets qui ont été pillés. On a des œuvres du 19e siècle d'artistes natifs de certaines villes emblématiques comme Mariupol, avec l'artiste qui s'appelle Arkhip Quincy,
qui est un natif de Mariupol et un peintre du 19e siècle, ou du peintre Ivan Aivazovski, qui a vécu en Crimée pendant une grande partie de sa vie. On pille ce patrimoine pour mieux se le réapproprier. D'ailleurs, parmi les objets qui ont été je dirais, évacués, sortis de leur contexte en Crimée, une partie se retrouve dans les musées russes et sert ces narratifs russes. Alors, je pense que j'ai encore un petit peu de temps pour vous lire un court témoignage du maire, un témoignage du maire de la ville de Nova Kakhovka, pardon, qui a été une ville occupée, dont le patrimoine a été détruit et qui en dit long sur les pratiques de l'évacuation, si on peut l'appeler comme tel, des biens culturels dans les zones occupées. Alors, je cite, ils prennent tous les objets exposés qu'ils peuvent. Un camion s'est approché de la galerie et les Russes ont commencé à les charger. Les habitants ont vu cela, mais les occupants ne les ont pas laissés s'approcher. Plus de 1000 œuvres d'art ont été exposées dans la galerie, Parmi elles, 297 peintures ont été offertes à Nova Karkova par Albin Avzinski, qui était un artiste honoré d'Ukraine. Bon, tous ces biens culturels sortent complètement de leur contexte et sont évacués vers le territoire de l'occupant. Alors, on parle beaucoup de destruction, mais évidemment qu'il y a des mesures qui ont été prises pour lutter contre la destruction. Tout d'abord, l'Ukraine avait fait l'objet de recommandations de l'OTAN en 2022. Alors, on ne rentre pas dans le détail parce que c'est moins concret. On est au tout début de la guerre. Et ce qui est important de noter, c'est qu'en 2022, les musées ukrainiens sont plus ou moins prêts à protéger les biens culturels. Mais ce qui nous intéresse particulièrement là, c'est l'armée ukrainienne qui, elle, n'est absolument pas prête à protéger les biens culturels. Pour refaire très rapidement l'histoire du lien entre l'armée ukrainienne et la protection du patrimoine, en 2014, au moment de l'annexion de la Crimée, un certain nombre d'officiers poussent pour la création d'unités de protection des biens culturels, et ce en suivant en fait de manière très, très stricte les recommandations de la Convention de La Haye dès le temps de paix. Alors, la Crimée est annexée, l'Ukraine est en guerre, mais pas comme aujourd'hui. On est encore à un moment où l'unité a la place et les moyens de se développer. Or, le commandement, à ce moment-là, leur dit non, ça n'est pas la priorité. Notre priorité se trouve ailleurs et la protection du patrimoine n'en fait pas partie. On attend jusqu'en 2022, début du conflit, pour commencer à se ressoucier de ce sujet en disant peut-être qu'il aurait fallu créer une unité civilo-militaire. Oui, mais c'est trop tard. Donc, les moyens qu'on lui accorde sont évidemment minimes. Jusqu'au moment où l'Ukraine crée en 2023, décembre 2023, la première unité civilo-militaire de protection du patrimoine. On va revenir sur son existence. Tout ça pour dire qu'en 2022, on s'en tient à des recommandations de l'OTAN assez généralistes qui invitent à sensibiliser et à renforcer la résilience. Alors, ce sont vraiment les termes employés, on est sur des termes très génériques qui ne disent finalement pas grand-chose, qu'il faut institutionnaliser la menace, la prendre en compte, qu'il faut exploiter les opportunités. Il y a une partie qui est quand même très intéressante, c'est le contre-message, c'est-à-dire la contre-influence vis-à-vis de l'influence russe. Donc, comprendre le cadre narratif de l'adversaire pour mieux l'exploiter. Donc ça, c'est la partie, je dirais, la plus intéressante parce que de mesures concrètes, il n'en est pas prise à ce moment-là. Jusqu'en décembre 2023, où on crée cette première unité civilo-militaire chargée de la protection du patrimoine en situation de conflit. Et donc, l'objectif est, encore une fois, on est assez généraliste, fournir des conseils et des recommandations sur la planification des opérations militaires des forces armées en tenant compte des politiques de protection et de préservation des sites du patrimoine culturel. En soi, conseiller le commandement sur le patrimoine, au regard des missions. Évidemment, on est hors cadre de l'article 7 de la Convention de La Haye qui implique la préparation d'un temps de paix, mais il faut noter quand même cette avancée. Alors, au fur et à mesure, entre 2023 et aujourd'hui, cette unité a développé des formations pour les militaires sur le respect du droit international, sur l'inclusion de la protection du patrimoine dans les plans opérationnels des forces armées ukrainiennes, la cartographie, très important, ce qui n'est pas systématiquement fait dans les armées, du patrimoine dans les zones de combat, et puis tout simplement fournir des instructions aux militaires qui pourraient ne pas avoir conscience de l'importance du patrimoine culturel lors de leur mission. L'objectif
derrière l'idée de civilo-militaire aussi, c'est d'inclure un langage, un dialogue constructif et l'adoption d'un langage commun entre civils et militaires pour trouver des solutions innovantes, avec des moyens qui sont parfois sommaires dans une situation où les moyens accordés resteront sommaires et où la crise doit pousser à l'innovation. Depuis sa création en 2023, donc elle s'est évidemment renforcée par le biais de formations données par l'UNESCO, notamment en 2024, donc au plus proche du terrain, en Ukraine directement, et évidemment des formations en interne, donc des formations données par des professionnels du patrimoine qui, eux, vivent la destruction au quotidien et qui vivent dont la plupart sont une partie, je vais y arriver, pardon, une partie est restée dans les musées afin de protéger in situ. Ça, c'est des témoignages directs de conservateurs et conservatrices ukrainiens, notamment parmi eux les conservatrices qui ont été accueillies par le ministère de la Culture en juin 2025, qui témoignent en disant qu'elles ne quittent pas leur musée, que les collections sont protégées in situ par eux-mêmes au péril de leur vie. Donc leur retour d'expérience est évidemment utile pour cette unité civilo-militaire. L'objectif, évidemment, c'est aussi de conseiller, de sensibiliser le commandement aux règles juridiques de la Convention. Mais in fine, de manière très réaliste, ce n'est pas la priorité, d'autant plus que le commandement a déjà beaucoup de choses à traiter. Sur le plan politique, la Rada, donc l'Assemblée ukrainienne, ratifie en 2020 seulement le second protocole de la Convention de 1954, en renforçant, ce qui permet de renforcer la responsabilité en cas de crime dans le domaine patrimonial. Cette signature, cette ratification du second protocole implique la protection renforcée de certains sites ukrainiens. Aujourd'hui, on compte 27 biens culturels, 27 sites sous protection renforcée de l'UNESCO. Les derniers en date étant le site de Babyn Yar, qui est l'un des sites tristement célèbres pour le massacre de la Shoah par balle, et le musée de la littérature d'Odessa. Cette protection renforcée permet notamment, comme je le disais, de renforcer la responsabilité de l'auteur des atteintes au patrimoine sur le plan judiciaire, mais aussi de renforcer la nécessité, de renforcer le principe de nécessité militaire en cas de dommages portés au patrimoine. Donc, ce sont des sites en fait sous protection renforcée, tout est dans le titre. Mais on pourra revenir là-dessus si nécessaire. Ça veut dire que ces biens culturels jouissent d'une immunité qui impose aux États, aux parties en conflit, de s'interdire de faire l'objet d'attaques ou d'utiliser ces biens culturels ou leurs abords immédiats comme appui d'une action militaire. Bon, in fine, ça n'est absolument pas respecté dans les faits, mais cette protection demeure au moins symbolique pour rappeler l'importance de ces biens culturels. Pour vraiment rentrer dans le cœur de l'actualité, le 18 février, donc il y a même pas 10 jours, le 18 février 2026, le ministère ukrainien de la Culture adopte de nouvelles mesures, notamment en ce qui concerne l'évacuation des biens culturels. Cette analyse, cette décision, elle est fondée sur l'analyse concrète des pratiques d'évacuation mises en œuvre ces dernières années, donc par les militaires, par les conservateurs locaux, par tous les acteurs impliqués dans la protection des biens culturels. Cette décision ministérielle, elle mentionne, elle détaille le moment où les œuvres doivent être évacuées, les modalités de stockage, les conditions de restitution, notamment après la levée de la loi martiale, voire ce qui voudrait dire après le conflit. Pour la première fois, on est instaurée une évacuation obligatoire des territoires, donc une évacuation obligatoire des biens situés sur des territoires à moins de 50 km de la ligne de front, et des zones figurant sur la liste des territoires où des hostilités sont menées ou ont été menées par le passé. La décision d'évacuation, elle est prise par l'administration régionale militaire en accord avec le commandement militaire. Donc les militaires viennent en appui. D'autant plus, on rajoute que les biens culturels évacués doivent être placés sur des territoires à au moins 75 km de la ligne de front, pas moins.
Et c'est la première fois qu'on constate aussi une délégation de pouvoir, c'est-à-dire que le ministère de la Culture ukrainien ne prend des décisions que pour les instances étatiques. Les institutions municipales, locales relèvent de la décision du commandement militaire régional. Et on rajoute encore on rentre encore plus dans la délégation de décision. En cas d'urgence et de menace imminente, le responsable de l'institution peut décider lui seul d'une évacuation en cas de menace extrême pour la préservation du patrimoine culturel. Après, évidemment, en avoir informé les autorités compétentes. Donc, le conservateur est maître de ses collections. Et surtout, c'est la première fois que le ministère de la Culture catégorise les biens culturels dans ce qu'ils appellent les files d'attente d'évacuation, donc catégorisés 1, 2, 3 par ordre de priorité, et adopte enfin une décision relative à la restitution des biens culturels évacués. Donc, c'est-à-dire que dans les 12 mois suivant la levée de la loi martiale, les biens culturels doivent être restitués à leur lieu d'origine. Et en cas d'impossibilité, si le musée, par exemple, d'origine a été détruit, l'autorité ayant ordonné l'évacuation peut décider du lieu de stockage ultérieur. Donc c'est un modèle de fonctionnement qui est beaucoup plus pratique, prévisible, organisé et systématique, et qui doit servir de source d'inspiration pour les États comme la France qui sont encore en pleine réflexion sur ces questions-là. Et en parlant de la France, eh ben, la France continue d'appuyer évidemment l'Ukraine dans la formation des conservateurs et du personnel chargé de la protection des biens culturels. La dernière formation en date a été conduite ici même où je me trouve, donc au musée Saint-Rémy à Reims, en juin 2025, avec la formation de conservatrices ukrainiennes et un exercice d'évacuation des biens culturels du musée. Peut-être je radote, j'en avais peut-être parlé lors des dernières présentations. Cette expérience avec les Ukrainiennes nous a aussi permis de réaliser, nous, à notre niveau français, d'évaluer notre niveau de préparation à la perspective d'un conflit armé. Et donc à l'évacuation des biens culturels en cas de conflit armé. La conclusion, évidemment, elle est assez claire, c'est que nos procédures sont trop lourdes, peu adaptées à une situation de crise et d'urgence, du moins sur le plan de conflit armé, et qu'il y a une amélioration nette à établir et une simplification de nos procédures à établir. Et donc cette simplification, on l'a déjà opérée avec un deuxième exercice à Reims également, en formant des militaires français en décembre. Et on est encore loin, évidemment, de la perfection, même si la perfection n'existera jamais dans ce domaine-là. Mais cette intervention des Ukrainiennes nous permet de comprendre qu'en France, on est loin d'être préparé à cette dimension-là. Pour ce qui est de la France, également le 27 janvier 2026, au ministère de la Culture, une autre rencontre sur la protection et la reconstruction du patrimoine ukrainien s'est tenue sous l'égide du ministère de la Culture. Et cette réunion fait suite à la conférence de Rome qui a permis la création de l'Alliance pour la résilience culturelle de l'Ukraine. Globalement, ce qu'il en ressort, du moins du discours de feu Madame la ministre Rachida Dati, c'est que la France continue évidemment de se tenir aux côtés de l'Ukraine pour la protection des biens culturels. Et très concrètement, ça signifie la poursuite des programmes de formation de conservatrices, restauratrices et conservateurs, restaurateurs ukrainiens et ukrainiennes, mais faire sortir du personnel masculin d'Ukraine, c'est quand même quelque chose de compliqué, mais de continuer à former ce personnel-là, coordonné par l'Institut national du patrimoine, et de continuer à mobiliser toutes les forces vives de la nation pour contribuer à une amélioration constante de la protection des biens culturels, ce qui implique civils et militaires. Donc ça, c'est pour la France, et donc on continue de travailler à leur côté. Je ne reviens pas sur la dimension de génocide culturel, parce que ça fera l'objet de la prochaine conférence, mais ce qu'il faut retenir, c'est que de cette analyse, c'est que le patrimoine n'est pas une victime collatérale de la guerre, il est une cible délibérée, et les dommages collatéraux sont quand même une partie infime de ce qu'on pourrait maintenant nommer une stratégie d'effacement de l'identité ukrainienne. Cet effacement qui est documenté depuis 2014, mais encore faut-il le prouver et avoir des arguments solides. Cet effacement, il a commencé en 2014 avec la Crimée,
Et tout ce qui s'est passé depuis 2014 n'a fait que renforcer ce sentiment-là et surtout la nécessité de punir les auteurs des crimes contre le patrimoine. On rappelle qu'il y a eu une punition, un jugement rendu il y a 10 ans pour l'affaire Al-Madi et depuis rien. Donc la destruction du patrimoine culturel doit être reconnue comme tel, comme un crime tel qu'il est. C'est une ouverture pour d'autres réflexions. Mais ce qu'il faut aussi souligner, c'est que malgré la destruction systématique, l'Ukraine a quand même réussi à se doter d'outils concrets. On le voit en 2 ans seulement, même pas pour l'unité civilo-militaire. On arrive à ce point-là, c'est quand même absolument exceptionnel et ça nous questionne. Et évidemment, c'est pour ça aussi qu'on collabore avec les Ukrainiens, que ce soit via les formations, via des événements un peu plus mondains comme cette autre rencontre sur la protection du patrimoine ukrainien. C'est qu'avons-nous en tant que Français, en tant que même communauté internationale, à apprendre de ce conflit pour ne pas un jour nous retrouver dans cette même situation et si on se retrouve dans cette même situation, avoir les outils et les moyens adéquats pour pouvoir lutter contre la destruction. Voilà pour mon propos. Je pense avoir respecté le temps imparti. Marie, tu me confirmeras. Et je Comme d'habitude, Mathieu, c'était absolument parfait. En timing, en qualité de présentation, un grand merci. C'est toujours un plaisir de t'entendre. On partage évidemment tous la conclusion que tu as faite que oui, le patrimoine n'est pas un dommage collatéral, mais bien une cible. Et malheureusement, le demeure. Et on espère que les cadres, comme tu l'as précisé, et les perspectives euh, engagées par l'Ukraine, notamment dans leurs travaux civilo-militaires, pourront apporter aussi de l'espoir sur ces sujets. Je pense qu'a priori en France, au niveau des zones de défense, c'est peut-être aussi un élément à discuter peut-être plus localement. Je voulais juste faire une précision sur la formation des Ukrainiennes, des conservatrices ukrainiennes. Elles s'inscrivaient dans un cadre un peu plus large. Évidemment, la DELPAT qui a été associée, elle était organisée par le ministère de la Culture et notamment par le Bureau des Affaires européennes pendant une semaine, qui ont permis l'accueil de ces conservatrices ukrainiennes dans différents endroits, dont évidemment le musée de Reims, qui a fait cet exercice qui a été très instructif pour tout le monde. Un grand merci Mathieu, parce que ta présentation était extrêmement claire, détaillée, documentée. On y a appris plein de choses, les rappels historiques qui ont été aussi tout à fait utiles pour comprendre et vraiment pouvoir se mettre en perspective dans la situation actuelle. Et cette question du droit dont on convient que malheureusement, dans le cas des conflits, a atteint rapidement ses limites et qui est quand même à questionner. Alors, je crois qu'il y a déjà des réactions dans le chat. Alors, une question de Marie Guilleux, je pense. Est-ce que les atteintes au personnel sont prises en compte dans les dommages portés aux institutions culturelles? Et si oui, est-ce que des mesures particulières de protection sont mises en place aussi sur ce plan? Euh, oui, oui, en fait, parce que dans la Convention de l'Haye, le personnel chargé de la protection des biens culturels fait partie de cette convention. C'est pas seulement les biens culturels, pas seulement les musées, les monuments qui sont censés être protégés, c'est aussi le personnel. C'est pour ça d'ailleurs que on le porte aussi fièrement. Le bouclier bleu ne doit pas seulement être apposé devant les biens culturels qui bénéficient d'une protection, mais aussi porté par le personnel qui en est en charge. Maintenant, dans les faits, ça c'est sur le papier. Dans les faits, la protection du personnel, non, elle n'est pas concrètement, elle n'est pas appliquée parce que typiquement ces conservatrices ukrainiennes qui sont pour certaines dans des musées qui sont vraiment à proximité de la zone de front, il n'y a pas de militaires ou de forces de l'ordre qui les protègent à proprement dit, qui les protègent, je veux dire, à titre de protection du personnel chargé de la protection des biens culturels. Euh, donc oui, sur le papier, il est censé y avoir une protection, mais encore une fois, c'est comme l'atteinte aux biens culturels.
le droit peut être respecté par l'État belligérant, comme il peut ne pas être respecté. Euh, et, euh, et la Russie, de toute manière, a déjà porté atteinte à la vie de civils. Et donc, le personnel chargé de la protection du patrimoine n'échappe pas à cette règle et il semble très peu probable qu'il y aura des jugements portés à ce niveau-là, que ce soit pour l'Ukraine ou pour ailleurs. Mais Donc, théoriquement, oui, on est pris en compte. Dans les faits, c'est un peu si plus je peux compliqué. compléter ma question, tu dis qu'il est pris en compte, mais en même temps, on le voit pas dans les décomptes. On note pas il y a des victimes de guerre, mais il y a aussi des personnes qui sont probablement ciblées en tant que personnel qualifié pour la protection et la mémoire de ce patrimoine culturel. Alors, je précise ma réponse. Ils sont censés être pris en compte parce que le droit dit que, dans les faits, ils ne sont pas pris en compte et ils ne sont pas catégorisés comme victimes, comme des victimes différenciées, je veux dire, Hmm. des attentes. Euh, si dans le lot à Mariupol, dans les 300 victimes de l'attaque contre le théâtre national, il y avait peut-être des personnes en charge de protéger le musée, enfin le théâtre en tant que site culturel. Vraisemblablement, ils ont pas été comptés. Et je pense d'ailleurs que c'est pas la priorité ni du côté, alors du côté russe évidemment, mais non plus du côté ukrainien de comptabiliser ces victimes-là comme étant des agents de la protection des biens culturels en cas de conflit armé. C'est-à-dire que sur le papier, on est censé les compter. Ceci dit, c'est même pas précisé. Je ne veux pas parler au nom de l'UNESCO, mais n'étant moi-même pas juriste, mais euh, il me semble que ça n'est même pas clairement mentionné dans la Convention de la Haye que ce personnel-là doit être, il doit être différencié, mais il n'est pas comptabilisé après dans les décomptes des victimes civiles du conflit. Merci. Merci Mathieu. Il y a une autre question d'Anne. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces formations des conservatrices, les thématiques abordées notamment? Oui, alors Marie, je te laisserai compléter si j'oublie des choses. Pour notre partie, nous, en tant que ministère des Armées, tout d'abord, on est intervenu sur la partie mesures militaires et collaboration civilo-militaire. Donc, on a, avec le ministère de la Culture, conduit, et avec le musée de Reims, évidemment, conduit l'exercice qui s'est tenu le jeudi, peu importe, qui s'est tenu pendant la semaine de formation. Et donc, tout le scénario a été construit avec le musée et le ministère des Armées. Donc, nous, c'était vraiment notre partie. Voilà. Qu'est-ce que les thématiques, concrètement pour nous, c'était qu'est-ce que la protection du patrimoine en temps de conflit armé sous le prisme français, de représenter un petit peu notre histoire dans ce domaine-là, parce qu'il y a des choses à dire, de montrer ce que c'est, ce que fait la Delpat concrètement. Autrement, et de mémoire, je crois qu'elles ont, mais on pourra vous repartager le programme si le ministère de la Culture le veut bien, mais a été formé aussi à la restauration des biens culturels et a surtout bénéficié du témoignage in situ de conservateurs parisiens. Il faudrait qu'on retrouve le programme. Nous, on n'était pas associés à toute la semaine de formation, mais de mémoire, c'est ce qu'elles ont fait. Alors pour compléter, effectivement, la formation, elle était pilotée par le Bureau des Affaires européennes en lien avec différents partenaires, dont la Delpat, le Louvre, le C2RMF et donc différents acteurs qui ont expliqué comment est-ce que alors pour le loup, parce que j'ai le programme sous les yeux, donc il y avait l'évaluation des risques et la présentation des listes d'urgence, le récollement, les bases de données, une intervention d'ALIF. Au C2RMF, donc on était avec les collègues du département de la conservation préventive et Nelly Colliez, qui s'occupe de la protection du patrimoine en Suisse, sur le cas de la Suisse, notamment avec la question des abris, refuges dont dispose la Suisse, qui était un sujet aussi pour les collègues ukrainiennes. Comment fonctionne le mécanisme de protection civile européen dans lequel aujourd'hui, depuis fin 2025, la protection du patrimoine est incluse grâce au module mixte européen de la BSPP et du BBF.
Et puis des retours d'expérience notamment et des échanges avec les collègues libanais Mm. qui eux aussi souffrent durement du conflit. Et des échanges avec l'OCBC. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir le maximum d'informations sur le cadre français, comment la protection s'effectue ici. Et effectivement, comme vous le disiez Mathieu, l'année précédente, en 2024, elles avaient été accueillies par l'INP pour une formation, là, destinée plutôt aux restauratrices qui avaient pu aussi venir sur place et passer une semaine au sein de l'INP. Parfait. Est-ce Ah, qu'il y a d'autres questions? Alors, je n'en vois plus dans le chat. Euh, Est-ce que quelqu'un souhaiterait prendre la parole? Constance, je t'en prie. Vous m'entendez? oui. Ça fonctionne? Ok, je peux même. Oui, non, c'était juste pour faire. Déjà, merci beaucoup pour la présentation. C'était juste pour faire une remarque sur quelque chose que j'ai lu hier par rapport à la façon dont la Russie utilise justement les lieux culturels et la mémoire pour réécrire en fait complètement les choses. Il y avait jusqu'à récemment à Moscou un musée du Goulag qui était le seul musée russe où la Russie faisait un peu d'introspection sur son histoire. Et en fait, c'est un musée qui était public, qui a été fermé pour travaux et qui va réouvrir sous une nouvelle appellation et ça va s'appeler le musée du génocide du peuple soviétique. Donc, ce n'est pas très clair qu'est-ce que c'est. En fait, c'est en référence aux crimes nazis contre enfin, l'URSS à l'époque. Et donc, voilà, il change complètement un musée qui était censé, voilà, le seul lieu où il y avait un petit peu de mémoire critique en fait sur ce qu'avait pu être l'histoire euh, soviétique, et il le transforme en un concept nouveau. Donc, ce génocide du peuple soviétique, il faut déjà définir qu'est-ce que le peuple soviétique, est-ce que ça existe concrètement, c'est pas le peuple russe. Voilà, donc c'était juste un cas qui montre que c'est pas que juste avec l'Ukraine et juste à l'étranger qu'ils appliquent cette logique-là, mais aussi en fait avec la propre histoire de la Russie qui est complètement, enfin, constamment réécrite en fait en fonction des objectifs actuels, voilà, politiques ou de propagande. Oui, merci Constance, c'est très révélateur de la politique actuelle. Et en plus, Des exemples, malheureusement, il y en a plein, hein. On pourrait faire toute une conférence sur chacune des thématiques abordées. Là, on pourrait faire toute une conférence. Peut-être l'objet du prochain cycle de webinaire. On verra bien. bon, on l'espère. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour. Bonjour, d'abord merci, je ne sais pas si vous m'entendez. D'abord merci pour cette conférence. Moi, ce qui m'a le plus frappé dans cette conférence, c'est que vous disiez que Poutine était vraiment entouré en fait, d'historiens, d'archivistes, d'un nombre incalculable de gens de la culture, finalement, du milieu de la culture, et ils avaient tous des postes importants militaires. Est-ce que du coup, c'est juste finalement la volonté de détruire complètement ce qui reste de l'Ukraine? Est-ce que c'est une volonté de détruire par petits bouts, mais sans vraiment cacher? J'arrive pas à comprendre en fait le fonctionnement, le but final. J'arrive à comprendre que au final, c'est de détruire le peuple ukrainien, qui ait plus de monuments, qui ait plus de son identité. Mais comment ça se fait que ce soit petit à petit? Parce que le gouvernement qu'il y avait avant la guerre était pas le même. Donc comment ça se fait que ce soit d'un coup devenu un gouvernement finalement où il y a beaucoup, beaucoup de dirigeants enfin, culturellement parlant, militaires aussi? Est-ce que du coup, s'il y avait un conflit en France, par exemple, est-ce que ce serait le cas? Est-ce qu'on aurait un transfert finalement des gens qui sont acteurs dans la culture, qui seraient placés au gouvernement, comment ça se passerait? Enfin, si, dans un hypothétique conflit. En France, si demain il y avait un conflit armé et que la question de la protection des biens culturels se posait, oui, il y aurait forcément. Alors, il y aurait forcément. C'est ce qu'on fait en France aujourd'hui, en fait, concrètement, en fait. On ne va pas inventer quoi que ce soit. On est
en France de créer ce qui s'appelle un comité consultatif national, qui a vocation à réunir tous les acteurs qui sont impliqués de près ou de loin dans ces questions-là de protection des biens culturels. Et dedans, vous avez des militaires, évidemment, vous avez aussi du personnel de la culture, vous avez du personnel d'organismes de la sécurité nationale, vous avez du ministère de l'Intérieur, des Affaires étrangères, bref, vous avez tout un tas de gens, et puis sans compter évidemment les acteurs civils, comme par exemple le bouclier bleu. Ce personnel-là, évidemment, sert une cause. On sert évidemment la protection du patrimoine, mais il semble clair, et en fait, la Russie, c'est juste un cas plus exagéré, mais on sert évidemment un narratif, on sert notre propre narratif. Donc, on sert le narratif de la France. Le narratif de la France, c'est quoi? C'est dire, bah, nous, on est capable de protéger le patrimoine culturel, on va protéger tel et tel patrimoine culturel parce que ça sert notre intérêt. Pourquoi on protégerait plus Notre-Dame et la Joconde qu'une église perdue au fin fond de la Creuse? Bah, parce que tout simplement, ça sert notre narratif, parce que c'est notre patrimoine, parce que c'est notre identité, parce qu'on le sauve. Par contre, euh, pour le cas ukrainien, bah, c'est la même logique. On détruit ce qui ne nous arrange pas, euh, on détruit tout ce qui relève de l'identité ukrainienne. Par contre, on garde ce qui peut être réinterprété à notre sauce. Quand on parle du cas, par exemple, du site archéologique de Chersonèse, il n'a pas été complètement détruit, il a été réadapté. Alors, évidemment, on fait fi de toutes les pratiques patrimoine qui ne sont pas appliquées là-bas et les pratiques de restauration, de conservation qui sont absolument abominables mais qui sont d'autres faits. Euh, on ne détruit pas le patrimoine, on se le réapproprie, c'est différent. Et on détruit ce qui ne nous arrange pas. Il y avait un cas, il faudrait que je le retrouve, où en fait, si demain la Russie euh, à l'occasion de bombarde un musée d'histoire ukrainienne et à côté une bibliothèque où il y a qui conserve des manuscrits originaux d'un auteur russe X. Si les deux sont détruits, la bibliothèque sera reconstruite. Alors encore une fois, de la bonne ou de la mauvaise manière, mais sera reconstruite in fine, alors que le site de la mémoire, le musée d'histoire ukrainienne, lui, ne sera jamais reconstruit. Donc ça sert des narratifs. Et pourquoi ils s'entourent de ces gens-là? Bah, parce qu'il y a il y a une culture de la propagande qui est beaucoup plus développée que chez nous, et des logiques qui nous paraissent à nous complètement hors sol, mais qui pour eux font sens. Pour Poutine et ses proches, la mémoire et la culture ukrainienne ne font pas sens. Pour nous, c'est logique de dire il y a une nation ukrainienne, il y a un État ukrainien, une culture ukrainienne, etc., etc. Pour la Russie, ça n'est absolument pas logique. Et c'est pour ça qu'ils s'entourent de personnages qui ont tous eu un lien plus ou moins proche avec le patrimoine. Alors, on a d'anciens directeurs du FSB qui sont auteurs pour les archives nationales. On a le directeur actuel du FSB qui est un historien et un auteur. Euh, on a Medinsky, par exemple, qui a été directeur de la commission pour l'éducation historique et directeur de la société d'histoire militaire, qui aujourd'hui se retrouve à concourir au pourparlers pour la paix entre l'Ukraine et la Russie. Il s'entoure aussi des personnages les plus fidèles aussi. Donc, je ne sais pas si ça répond complètement à la question, ou alors je suis peut-être à côté de la plaque, mais ça suit tout simplement une logique claire. On détruit ce qui ne nous va pas, on s'approprie ce qu'on peut s'approprier, parce que par des faits de pirouettes historiques, on arrive à justifier que c'est à nous, et évidemment, on pille et on ramène chez nous ce qu'on considère comme étant russe. Euh, euh, Typiquement, ce n'est pas dans l'intérêt de la Russie de ramener des œuvres de Primachenko, parce que de toute manière, tout le monde sait que c'est ukrainien et que bah, s'ils ramènent ça, ce sera qualifié comme du pillage. Alors que leur site en Crimée, puisque je suis Poutine et que je vous dis que la Crimée, historiquement, c'est russe, bah, leur site, techniquement, c'est à moi. Donc j'ai le droit de le ramener dans mes musées en Russie, puisque de toute manière, qu'ils soient en Crimée ou au musée de l'Ermitage, en soi, ça reste la Russie. Donc ça suit cette logique-là. C'est de la mauvaise foi profonde, qui est institutionnalisée, qui est normalisée. Et c'est vrai que le reconnaître, bah, c'est quand même quelque chose de compliqué. Euh, Parce que tout est une question d'interprétation et de positionnement. On a fait la même conférence tout à l'heure au musée,
Et là, l'argument qu'on disait, c'est pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu une exposition en 1916 des biens culturels détruits par l'ennemi, entendre l'allemand, au Petit Palais. Euh, la France n'a pas cherché, enfin, les commissaires de l'époque n'ont absolument pas cherché une seule seconde à documenter la destruction de ces biens culturels. Euh, et alors à l'époque, on n'a pas les mêmes moyens qu'aujourd'hui pour identifier l'origine d'un tir ou d'un tir d'artillerie ou que sais-je. À l'époque, ça a été détruit, donc c'est forcément l'Allemagne qui a détruit. Vraisemblablement, la France a certainement détruit de manière non intentionnelle son propre patrimoine. Mais dans les faits, bah, ça sert à notre intérêt, ça sert à notre propagande. Moi, je vous dis que tout ce qui est exposé au Petit Palais à ce moment-là, bah, ça a été détruit par des Allemands. Factuellement, il y a peut-être 50% qui a été détruit par des Allemands, et encore, peut-être même pas de manière intentionnelle, mais c'est très dur à prouver, et donc ça sert à la propagande. Et puisque je vous dis que, voilà, on fait appel aussi au sentimentalisme et à l'émotion, c'est aussi beaucoup de ça. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question, mais Si, totalement, du coup, et ça clarifie. Et même sur ce que vous disiez du Petit Palais, on sait que c'est même nos alliés qui malheureusement ont bombardé, parce que c'était des sites militaires aussi importants. Et très souvent, ce qui est problématique, c'est qu'on a souvent le lien malheureusement du patrimoine avec des sites militaires où il y a des munitions, des choses qui peuvent servir enfin, à la guerre, entre guillemets, et qui sont c'est compliqué, j'ai l'impression de distinguer finalement les sites patrimoniaux en temps de guerre avec des forces armées ou des lieux militaires en fait. Très souvent, les deux sont regroupés où il y a des civils au milieu et du coup, c'est vrai que c'est la cible première des attaques en fait. Si j'ai bien compris. c'est pas la cible première, mais dans le cas de la Russie, là, pour le coup, on est sur une attaque délibérée. On ne peut pas tout le temps se cacher derrière le dommage collatéral. Il y a plein de cas qu'on a présentés là qui factuellement, on pourrait dire c'est du dommage collatéral parce qu'on n'a pas de preuve que ça n'en est pas. Euh, mais il y a d'autres cas où c'est clair que le patrimoine a été volontairement détruit. Le cas du musée d'Ivan Kiv, là, je n'ai plus la photo, mais quand on détruit un musée comme ça, où factuellement il n'a pas l'air d'y avoir des intérêts militaires majeurs, c'est qu'on a détruit le patrimoine pour détruire le patrimoine. Encore une fois, on ne peut pas le prouver. Euh, c'est très dur à prouver. Et c'est pour ça qu'il y a aussi peu de jugement aussi sur les destructions du patrimoine. Euh, donc, c'est très dur à juger aussi. Mais ça, c'est toute une histoire encore. D'accord. En tout cas, merci beaucoup vraiment pour toutes ces explications et d'avoir pris le temps d'y répondre aussi. Pas de problème, avec plaisir. Merci. Alors, on a une question dans le chat de Karine qui se charge de faire la cartographie du patrimoine dans les zones de combat et comment procède-t-on à la mise à jour des données? Alors, vous mettez le doigt où il ne faut pas. Théoriquement, c'est censé, la cartographie en zone de combat, au-delà du patrimoine, généralement, c'est des organismes comme la DRM, donc la Direction du renseignement militaire, qui peuvent s'en charger, associés évidemment à d'autres organismes des armées qui sont eux, chargés de la cartographie, de la planification, donc tout ce qui implique le CPCO, donc le Centre de planification et de commandement des opérations, qui ont évidemment leur mot à dire dans cette cartographie. Maintenant, pour ce qui est du patrimoine, ça n'est pas intégré en tant que patrimoine. Et d'ailleurs, tout le patrimoine dans les zones de combat n'est pas intégré. Ce qui n'est pas grave en soi, parce que le but, c'est pas d'intégrer tout le patrimoine d'une zone dans laquelle on se trouve, parce que sinon, on s'en sort plus. Et donc, dans ce cas-là, on met tous les supermarchés, enfin, c'est impossible sur une carte, ça manque de lisibilité. Théoriquement, c'est inclus dans ce qu'on appelle les no-strike lists, qui inclut donc les sites civils, type hôpitaux, écoles. En fait, hôpitaux, écoles, biens culturels, c'est mis dans le même panier. Ce qui ne permet pas de faire une distinction claire pour le patrimoine, puisqu'en fait, on est logé à la même enseigne que les hôpitaux et les écoles, qui sont évidemment plus importants. Euh, et, euh, et donc, le combat qu'on mène actuellement, c'est justement d'intégrer la dimension patrimoniale en tant que telle, et pas seulement d'identifier, parce que souvent le patrimoine, il est identifié parce qu'on a lu le guide du routard, qu'on a ouvert Google Maps, qu'on a dit,
enfin c'est grossièrement résumé, mais on n'en est franchement pas loin, en tout cas pour le patrimoine culturel, de dire, bah, en fait, dans mon guide du routard, il y a écrit que dans la région de Kharkiv, il y a tel et tel musée. Bah, forcément, on va les prendre. Oui, mais en fait, sans le conseil de quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, bah, en fait, peut-être que vous êtes en train d'identifier un bien culturel qui est moins important et que vous omettez un bien culturel qui, lui, le serait davantage. Donc c'est tout le combat qu'on mène actuellement, c'est d'intégrer, euh, de, de, de justifier plus clairement l'intégration des biens culturels dans le cadre de la cartographie des zones de combat et du coup dans la planification des opérations. Parce qu'en fait, c'est un poids, enfin, il faut vraiment avoir en tête que pour le commandement, les biens culturels, l'intégration des biens culturels, si elle n'est pas justifiée correctement, c'est un poids pour le commandement. Dans le meilleur des cas, vous tombez sur un chef qui est un peu porté sur la question et donc il va être un peu plus sympa, mais globalement, c'est un poids pour eux. Qu'on leur dise, en fait, vous n'allez pas pouvoir prendre tel chemin parce que sur tel chemin, il y a un site archéologique. Bah, le chef, il va se dire, moi, ça m'emmerde un petit peu parce que, en fait, vous me faites perdre une demi-heure sur ma manœuvre. Oui, mais l'argument derrière, c'est de dire, bah, en fait, ce site-là, il est important pour X, Y raison. Ça, vous l'entendez pas. Et l'argument derrière, c'est de dire, bah, en fait, peut-être que vous gagnerez en passant dessus, vous gagnerez une demi-heure sur votre manœuvre. Très bien. Par contre, vous perdrez 6 mois sur l'ensemble de la manœuvre au niveau stratégique, parce qu'il y a la tactique et il y a la stratégie. Et donc l'argument, c'est de dire, en fait, est-ce que vous voulez que le fait d'être passé sur ce site archéologique, ça vous poursuive pendant 6 mois, 1 an, dans le meilleur des cas, voire 20 ans, comme les Américains. Les Américains, ils avaient posté un stand de tir, enfin, ils avaient carrément posé tout leur campement sur une partie du site de Babylone. Bah, ouais, c'est pratique, c'est bien, c'est abrité, sauf que on abîme le site et 20 ans plus tard, tout le monde continue à en parler. Donc, il faut quelqu'un qui dise voilà comment vous allez faire, pourquoi vous intégrez ça à votre cartographie. Le problème aujourd'hui, c'est pas de l'intégrer, c'est de l'intégrer intelligemment et de pas l'intégrer parce que bon, il y a la convention de la Haye, qu'on est obligé juridiquement de le faire et que bon, on va faire parce que sinon on va avoir des problèmes avec l'UNESCO. C'est pas ça, c'est de donner envie. Le but, mais de donner du sens à cette intégration auprès du commandement. C'est ça le combat aujourd'hui. Et donc la mise à jour des données, bah, elle se fait automatiquement pour les biens culturels, elle se fait automatiquement avec ce qu'on. Généralement, les biens culturels, d'ailleurs, une fois qu'une zone a été étudiée, on ne rajoute pas des biens culturels au fur et à mesure. On a déjà intégré la chose. Merci beaucoup, Mathieu. Il nous reste 3 minutes avant la fin du webinaire, donc on peut encore prendre une dernière question rapide. N'hésitez pas. A priori. Pas de dernière question. Donc, c'était bien la dernière. Merci beaucoup, Mathieu. On se retrouve le 16 avril de 16h à 17h, toujours pareil, sur le même créneau. Et donc, Mathieu nous parlera pour ce dernier webinaire de ce cycle-là. Non, c'est pas le dernier. Du Haut-Karabakh. Ah bon, c'est pas le dernier? C'est Ah mais l'avant-avant-dernier. non, mais c'est l'avant-avant-dernier, mais il faut que Je vais vous embêter je encore change la un peu. page, en fait. Pas du tout. Je vais vous embêter encore un Excusez-moi. peu. Excusez-moi. Donc, du coup, ce sera sur le Ouais, Haut-Karabakh. je peux rajouter juste un dernier petit truc. Je ne suis pas seul dans la pièce. J'ai des voix qui me parlent. Il vous reste jusqu'au 1er mars, jusqu'à dimanche, pour ceux qui passeraient dans la région de Reims, pour aller voir l'exposition L'Art de protéger, alors qui est l'exposition de la Delpad, qui a été généreusement mise en place enfin, c'est une exposition en fait du musée Saint-Rémy avec la Delpad sur la protection des biens culturels. Donc voilà, si vous passez dans la région de Reims, n'hésitez pas, c'est gratuit. Les musées de Reims sont ouverts gratuitement au public. Donc, voilà. Et merci pour la pub dans les. Et tant qu'on est à faire des annonces, j'en profite aussi pour ceux qui n'ont pas encore payé leur cotisation au bouclier bleu. Ah, Ce n'est pas gratuit, c'est 30 euros, mais c'est pas grand-chose non plus. Et il est encore temps. Voilà, voilà, c'était l'instant autopromo. exactement. On le fait pas, on le fait jamais. Alors bon.
Eh bien, écoutez, à très bonne soirée à tous. À très Également. bientôt donc pour le 16 avril. Encore un grand merci Mathieu pour tes présentations toujours aussi précieuses et intéressantes. Et on a hâte de t'écouter pour la prochaine. Un grand merci à tous À d'être très toujours bientôt. au rendez-vous et à très bientôt. Au revoir, merci. Au revoir.